Tout bon voyageur un peu expérimenté vous le dira, c'est le moyen le plus rationnel de voir un maximum de choses en un minimum de temps lorsque l'on visite une ville. Voilà pourquoi nous embarquons dans ces fameux bus à impérial à arrêts multiples. Pour cette première approche de Washington, nous ne prenons aucun risque en empruntant le circuit le plus basique, c'est-à-dire celui qui suit le Mall, un immense espace de verdure et de monuments, avec dans un parfait alignement, le Capitole, le Washington Monument et le Lincoln Memorial. Et même, mais légèrement excentré, la Maison Blanche. Ce ne sera qu'un tour d'observation, le temps incertain nous fait penser que pour la visite des monuments plus en détail, ce sera peut-être mieux demain. Ce tour de ville nous aura quand même pris 2 bonnes heures, nous ramenant au terminus à Union Station, juste à l'heure du déjeuner. Cet après-midi, nous franchissons le fleuve Potomac et quittons Washington DC pour la Virginie et le cimetière d'Arlington. Créé durant la guerre de sécession sur un terrain appartenant à la femme du général Lee, ce sont près de 300 000 personnes mortes au combat depuis la guerre d'indépendance jusqu'au dernier conflit du XXIe siècle qui repose sur ce terrain de 2,5 km². Au pied d'une colline surmontée d'un joli monument de pierre repose JFK. Une foule nombreuse défile tout au long de la journée pour lui rendre hommage.
L'hôtel Harrington, notre hôtel à Washington, fut construit au tout début du XXe siècle. Une galerie de portraits nous présente tous les présidents des États-Unis qui se sont succédés depuis son inauguration. Contrairement à tous ces présidents, l'hôtel, lui, est toujours debout, mais pas très en forme, il faut bien l'avouer. On commence ce matin par la visite du Capitole, probablement le monument le plus connu de Washington avec la Maison Blanche. Cet ensemble architectural impressionnant dont la première pierre fut posée en 1793 par George Washington est le siège du pouvoir législatif des États-Unis. Il accueille dans son aile nord le Sénat et ses 100 sénateurs. Quant à l'aile sud, on y trouve la Chambre des représentants, où siègent 435 députés. Nous, on aurait voulu le visiter, le Capitole, mais on nous a gentiment signifié que pour cela, il fallait faire la queue, une très longue queue, afin que l'on nous délivre un badge. Nous, on a dit non. Par contre, l'accès à la bibliothèque du Congrès étant libre, nous n'avons pas hésité. Marbre précieux, lambris, arcades, plafonds richement décorés, escaliers monumentaux. C'est une architecture et un décor à couper le souffle. « 150 millions de volumes, dont la Bible de Gutenberg, premier livre imprimé, sont disposés sur près d'1,5 km de rayon. La bibliothèque du Congrès américain est la plus grande bibliothèque du monde. La visite se poursuit et nous récupérons le 8e élément, Toutoun, qui ce matin a dû rester au lit, une douleur insoutenable lui interdisant de marcher. Mais Voltaren est passé par là, et la voilà comme neuve, ou presque. Situé en plein milieu du mall, entre le Capitole et le Lincoln Memorial, le Washington National Monument, un obélisque haut de 170 mètres, une structure de maçonnerie pure, la plus haute du monde. Érigé à partir de 1848 en l'honneur du premier président des États-Unis, il ne sera inauguré qu'en 1885. Sa construction sera interrompue durant 25 ans, faute de financement. De son sommet que l'on atteint en 70 secondes, le Washington Monument offre un panorama à 360 degrés s'étendant du fleuve Potomac à la campagne de la Virginie et du Maryland. Très respecté des Américains, ce mémorial est un lieu sacré. Inauguré en 1922 à la gloire d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, celui qui a aboli l'esclavage. Abrité dans un bâtiment de marbre blanc, rappelant instantanément un temple dorique grec,
le sculpteur a représenté Abraham Lincoln assis dans un profond fauteuil, fixant au loin et à jamais l'obélisque de Washington. Tout un symbole. C'est aussi du haut de ces marches que le 28 août 1963, un certain Martin Luther King prononça son discours mythique « J'ai fait un rêve » devant plus de 200 000 personnes. La visite des grands monuments historiques de Washington se terminera à la Maison-Blanche, où les locataires sont bien gardés et bien protégés, derrière de hautes grilles devant lesquelles il faut faire la queue, afin d'immortaliser d'un clic-clac bonjour Kodak notre passage près des hautes sphères du pouvoir de la planète. Selon le principe du hop-on, hop-off, nous retrouvons notre bus à Impérial pour un nouveau circuit qui nous conduira dans les quartiers nord de la ville, qui sont les quartiers historiques comme Dupont Circle, Adams Morgan ou Georgetown, faites de petites habitations anciennes restaurées à grands frais et devenues quartiers chics et branchés. Washington, que nous quitterons demain, nous laissera la bonne impression d'une très jolie ville faite de grands espaces, de grandes avenues et d'une architecture de haute qualité. Elle se différencie d'ailleurs des autres métropoles américaines par le fait que Washington n'a aucun quartier de tour ni de gratte-ciel, la hauteur des constructions ayant été limitée à la largeur des rues qui les bordent, plus 20 pieds. Il nous faudra pour cela remercier un Français, Pierre-Charles L'Enfant, l'architecte qui, à la fin du XVIIIe siècle, a élaboré les plans de la ville qui ne seront menés à bien qu'au début du XXe siècle. Ce soir, nous prendrons possession d'un van 12 people, nous sommes maintenant habitués aux grands espaces, en direction de la capitale du jeu de la côte Est des États-Unis, Atlantic City. Après 3 petites heures de route, nous voici à Levis, où nous embarquons sur un ferry pour traverser un bras de mer qui nous mènera dans l'état du New Jersey, laissant derrière nous celui du Delaware. Décidément, notre tour opérateur qui nous a concocté ce magnifique voyage n'a que de bonnes idées. Terre, air, mer, il nous aura fait tout pratiquer. Et c'est parti pour 1h30 de navigation. We like to
Et comme toujours sur les bateaux de croisière, c'est au bar que l'on trouve la meilleure ambiance. Personne n'a été oublié à bord, alors en route pour l'enfer du jeu. Notre tour opérateur, connaissant notre condition de pauvres petits retraités, il n'a prévu qu'une seule nuit au César Palace afin de préserver les finances de certains invétérés du jeu. En 1970, une première promenade de bois a été construite sur le front de mer. L'idée a beaucoup plu et la promenade fut modifiée et allongée à plusieurs reprises. C'est aujourd'hui la plus longue promenade au monde. Sa proximité de Philadelphie mais aussi de New York a fait d'Atlantic City une station balnéaire très prisée. C'est Lee Johnson, un chef mafieux, qui fera de l'Atlantic City un lieu d'amusement, de liberté et de tolérance vis-à-vis de l'alcool pendant la prohibition du début du XXe siècle. En 1976, l'État du New Jersey autorise l'ouverture des casinos. 12 casinos ont ouvert leurs portes, mais aujourd'hui, la station n'a plus la cote. 3 des plus grands casinos ont fermé en 2014, dont, et c'est à la mode, le Trump Plaza et le Trump Taj Mahal. De notre passage à Atlantic City, il ne nous restera qu'un petit goût amer d'une ville de légende à l'agonie, qui va bientôt vraisemblablement tomber dans l'oubli. Mais en cherchant bien, il reste encore à Atlantic City quelques bons côtés dont nous avons su profiter. Philadelphie sera notre dernière étape de ce périple américain. C'est le berceau historique des États-Unis. Philly, comme on la surnomme,
fut bien avant New York la ville fondatrice du Nouveau Monde. C'est à la fin du XVIIe siècle que William Penn, un quarter venu d'Angleterre aux idées novatrices, fonde la ville. Liberté de culte, non-violence, souveraineté du peuple, voilà qui attire de nombreux dissidents religieux européens qui sont persécutés dans leur pays. Première capitale des États-Unis dès 1790, Philadelphie possède un centre-ville historique d'une grande richesse. C'est ici même qu'eut lieu la déclaration de l'indépendance du pays le 4 juillet 1776 et que fut signée en 1787 la Constitution américaine. Malgré ses vieux quartiers aux habitations de style très british, Philadelphie est aujourd'hui bien ancrée dans la modernité, ses quartiers d'affaires, ses tours de verre, mais aussi ses nombreux espaces verts, donnant à la ville un sentiment de bien vivre. Notre balade dans Philly se terminera à Old City, où se concentre l'essentiel de l'histoire de la ville, avec en particulier une visite à Liberty Bell, qui est, pour tout Américain, le symbole de l'indépendance.